semaine, je suis allée voir Gourou au cinéma avec le magnifique Pierre Ninet en tête d'affiche. C'est un film sur les dérives du développement personnel et donc forcément ça m'a inspiré cette vidéo qui s'intitule « Comment le développement personnel nous a rendus individualistes ». Le développement personnel, c'est un mouvement qui est totalement dans la continuité de ce qu'on appelle en sociologie l'avènement de la société moderne. Donc l'avènement de la société moderne, c'est quand on passe d'une société de communauté à une société avec des individus. Donc on a la société traditionnelle avec des communautés qui sont très fortes, donc on vous identifiez surtout par rapport à votre communauté. Vous deviez répondre à des normes très strictes, du contrôle social très strict, donc il y a des règles, il y a des normes qu'il faut vraiment respecter, des codes sociaux. La communauté vous attend au tournant. Et surtout, vous aviez beaucoup moins de choix. C'est-à-dire que généralement, quand vous étiez le fils du boulanger, vous deveniez boulanger. Alors, on a moins de liberté pour les individus, mais c'est vrai que c'est à la fois moins stressant, puisqu'il n'y a pas toute une myriade de choix, ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une société moderne qui est marquée par le processus d'individualisation. C'est-à-dire que de la communauté, on est passé aux individus. Les personnes vont s'extraire petit à petit au cours de l'histoire, c'est un mouvement qui est très très lent. Les personnes s'extraient des codes sociaux, des normes très strictes de leur communauté pour devenir des individus à part entière, c'est-à-dire que Pierre n'est plus un habitant de Juan-les-Pins. Pierre n'est plus un habitant du village du coin, ce n'est plus justement seulement le fils du boulanger, c'est plus... voilà. Pierre, ça devient un individu qui a tel âge, tel physique, tel style, peut-être parfois excentrique, qui peut faire des choix de vie comme bon lui semble, qui a des goûts, des passions, des humeurs, un caractère propre. Il y a un sociologue, Baptiste Coulmont, qui montre justement l'impact de ce processus d'individualisation dans son livre Sociologie des prénoms, où il montre que dans la France d'avant-guerre, d'avant la Seconde Guerre mondiale, il fallait, alors je n'ai plus du tout les chiffres, donc je vais vous dire des bêtises, il fallait, je sais pas, une cinquantaine de prénoms pour nommer la population française. C'est d'ailleurs pour ça que nos grands-mères, nos grands-pères ont très souvent des prénoms assez similaires, Marie, Pierre. Maintenant, en France, pour nommer l'entièreté de la population française, il faut davantage de prénoms. Donc j'invente, il faut par exemple 280 prénoms. Donc ça montre bien que rien que par les prénoms qui sont des marqueurs d'identité très forts, on se différencie les uns des autres et nous devenons des individus. Dans cette continuité d'avènement de la société moderne, dans ce processus d'individualisation-là, on a le développement personnel qui va apparaître dans les années 60 aux États-Unis. Donc mouvement dans lequel on a vraiment cette idée d'épanouissement personnel, d'enrichissement personnel, de devenir la meilleure version de soi-même. Et c'est un mouvement qui est à la base très tourné sur le bien-être, le fait d'être bien avec nous-mêmes, de croire en soi, d'avoir confiance en soi. Donc, a priori, c'est pas du tout négatif. Mais du coup, justement, pourquoi un mouvement qui est censé nous faire devenir de meilleurs individus nous a rendus autant individualistes? Eh bien, en fait, c'est qu'avec le développement personnel, le jeu, il est placé sur un piédestal au-dessus du nous, au-dessus de la communauté. Je regarde par là parce que j'ai mes petites notes. L'individu, il dépasse la communauté. C'est-à-dire que les intérêts de l'individu sont au-dessus des intérêts de la communauté. C'est-à-dire que Pierre va penser que ses intérêts personnels sont bien au-dessus des intérêts de Juan-les-Pins. Les besoins personnels sont placés au-dessus des besoins des autres. Ce qui est bien avec le développement personnel, ce qui est bien avec le fait que nous sommes devenus des individus, c'est qu'on peut davantage poser ses limites. Mais du coup, justement, c'est à quel prix? Le problème quand nos intérêts personnels sont au-dessus des intérêts de la communauté. Le problème, c'est quand on est très très auto-centré, parce que le développement personnel, c'est beaucoup de moi-je, moi-je, moi-je. Je vais être bien avec moi-même, je me compare qu'à moi-même. Alors évidemment, il y a plein de courants dans le développement personnel. Je vous parle juste des dérives, de ce que ça peut engendrer ensuite par rapport à la communauté. Je ne dis pas que c'est totalement nul, que tout est à jeter à la poubelle. La principale conséquence du développement personnel qui nous a rendus individualistes, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à s'organiser pour faire des mouvements sociaux. Et on le voit ça avec le temps, avec par exemple la baisse du taux de syndicalisation. On a de moins en moins de salariés qui sont syndiqués. Alors c'est bien, en ce moment on parle beaucoup de la Gen Z qui va soi-disant bousculer le monde du travail. Mais la vérité, c'est que la Gen Z, c'est une génération alors qui pose vraiment ses limites. Mais par contre, c'est une génération qui n'est pas du tout syndiquée, qui ne s'organise pas collectivement, qui va penser à son bien-être personnel, son bien-être au travail et pas à ceux des autres salariés de l'entreprise par exemple, même si ces mêmes salariés sont également dans exactement les mêmes difficultés. Et donc ça forcément, à qui ça profite de ne pas pouvoir s'organiser? Parce qu'en plus avec l'individualisme, on a cette espèce d'épidémie de solitude également. Alors ça c'est réel, il y a de plus en plus de solitude.
Alors pas tant que ça, moins que ce que les médias veulent nous faire croire, hein. Il y a quand même beaucoup de points communautaires. Le problème, c'est que les gouvernements vont plus dans le sens de l'individualisme que dans le sens de la communauté, puisqu'ils suppriment toutes les subventions à tous les lieux communautaires. Donc tout ce qui est association, lieux de culture gratuits, associations sportives, médiathèques, etc., c'est des lieux qui favorisent la formation d'une communauté. Mais les gouvernements ne font rien. Alors, je ne veux pas être complotiste ou quoi, mais cette espèce de refus que les populations fassent communauté, ça fait poser question. Puisque, comme je vous ai dit, l'individualisme, il empêche de lutter tous ensemble contre des choses qui nous dérangeraient tous collectivement. La société qui devient individualiste, c'est une société où le marché de l'aide a pu émerger et fleurir partout. Donc vous avez tout ce qui est aide aux personnes âgées. Donc ça, très gros secteur, hein, puisqu'on a une population qui est vieillissante. On a de moins en moins ces modèles de, comme vous voyez dans d'autres sociétés qui sont un peu plus traditionnelles sur ce côté-là, vous voyez de moins en moins ce qu'on voyait également en France avant la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est le fait d'avoir mémé à la maison avec nous, on s'occupe de mémé, etc. Ça, c'est des modèles qu'on ne voit plus et qui ont permis à cette nouvelle économie d'émerger. L'aide, donc voilà, garderie, tout ce qui est l'enfance. Il y a aussi tout ce marché de l'aide, mais pour les petits travaux. Donc vous avez par exemple les taskers, le service d'IKEA, qui permet d'avoir des gens qui viennent vous monter vos meubles. Et en fait, moi, ça m'a frappée parce que l'autre fois, je regardais la vidéo d'une youtubeuse que j'aime beaucoup et qui, en fait, expliquait que, en fait, son père ne sait pas monter des meubles, elle ne sait pas monter des meubles, elle n'a pas envie de s'embêter avec ça, c'est totalement compréhensible. Mais en fait, c'est une personne qui a plein d'amis, mais qui n'osait pas demander de l'aide à d'autres amis, donc elle était contrainte de payer des taskers Ikea. Ça, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on est dans une société où on a moins cet esprit de communauté, donc on n'ose pas demander de l'aide, donc moins on demande de l'aide, moins les personnes peuvent nous aider et donc on leur redoit une. L'aide, c'est beaucoup le don contre don. Par exemple, si on vient m'aider pour un déménagement, il est fortement possible que la personne qui m'a aidé pour le déménagement, je l'aide pour le sien quelques mois plus tard. Le problème, c'est que comme on n'ose pas demander de l'aide, nous sommes moins redevables par rapport aux autres, donc on ne peut pas faire ce contre-don, vu qu'on n'a pas eu de don de base. Il y a un cycle de don contre don qui ne peut pas se mettre en place. Ce qui est beaucoup plus le cas dans les milieux ruraux, par exemple, on a ce cycle qui marche toujours, hein, parce que dans les milieux ruraux, on n'est plus sur des petites communautés, on a encore cette culture de aider le voisin, etc. Nous, dans les villes, on a un peu perdu cette culture-là. Le problème avec ces courants du dev perso qui sont allés un peu trop loin dans l'individualisme, c'est que les gens vont faire passer leurs intérêts avant les autres, mais au détriment, justement, des autres, au détriment des autres membres de la société. Et ça se voit avec la multiplication des espaces qui sont réservés à certaines personnes mais pas aux autres et l'augmentation des discriminations. Sur ça, j'aime beaucoup le sujet des transports. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus dans les grandes villes américaines. Il y a un mouvement que j'ai vu se mettre en place dans les grandes villes américaines, c'est ces gens qui disent « Oui, mais moi, dans le métro, après avoir fait ma journée de 10 heures à être debout, je le conçois que ce soit compliqué. S'il y a une femme enceinte, je ne lui laisserai pas ma place. Vous avez voulu l'égalité. » Bon, là, on est aussi sur du masculinisme. C'est encore autre chose. C'est toi qui as décidé d'avoir des enfants. Ce n'est pas mon choix et je n'ai pas à subir ton choix. Je vais utiliser des mots très forts. Pour moi, ça, c'est un marqueur d'une société qui est à la dérive. Tu penses tellement à ta petite personne que tu ne vas pas laisser ta place à quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui a choisi de faire un enfant, quelqu'un qui est handicapé, etc. Et puis aussi, il y a cette fameuse politique très récente des espaces no kids. Alors, c'était déjà le cas dans certains restos, hôtels. Là, ce qui est assez perturbant, c'est que c'est la SNCF qui fait ça. Or, la SNCF, une partie du fonctionnement de la SNCF est quand même due aux subventions de l'État, donc à l'argent public. Et donc, c'est normalement un réseau qui devrait faire le plus de... Pas du service public, parce que c'est pas non plus une entreprise qui est nationalisée, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est limite du service public en vrai. Cette entreprise-là a créé des wagons qui sont interdits aux enfants. Nous, on va pas subir votre choix d'avoir des enfants. Je veux pas d'enfants autour de moi. Les enfants, c'est mal élevé. Moi, je peux pas. C'est vous qui avez choisi, donc vous assumez. Donc ça, c'est très, très individualiste comme manière de penser. Et surtout, il n'est totalement pas normal de dire « je déteste les enfants ». Les enfants, c'est la catégorie de la population qui est la plus discriminée. Une de celles qui est la plus discriminée, ce sont des êtres qui, face à un adulte, n'ont aucun pouvoir, aucun moyen de se défendre. Jean-Louis, 1m80, qui est en face de Théo, 4 ans, bon, vous voyez bien qui a le plus de pouvoir sans broncher le petit doigt, quoi. Broncher le petit doigt, nouvelle expression. Il n'est absolument pas stylé
et absolument pas normal de détester les enfants. Détester tout un pan de la population et vouloir discriminer un pan de la population, encore une fois, on n'est pas sur des choses très correctes. Hein. Enfin, les conséquences du développement personnel, ce sont tes choix. Quand tu veux, tu peux. En fait, on a des problèmes sociaux qui deviennent des problèmes individuels. Si tu es au chômage, ce n'est pas parce que tu cherches mal forcément, c'est aussi parce qu'on est en période de récession économique. Période de récession économique, c'est quand l'économie, elle ralentit. La croissance économique, elle ralentit. Qu'est-ce qui se passe quand la croissance économique ralentit? Si les entreprises produisent moins, elles ont moins besoin d'employés, donc elles embauchent moins ou alors elles payent moins, donc il y a plus de gens au chômage ou qui voient leur salaire diminuer, ou en tout cas leur salaire qui n'augmente pas. Donc les gens vont moins consommer, les entreprises n'ont pas besoin de produire plus. Et si elles produisent moins, elles embauchent moins. Donc il y a plus de chômage. Donc les gens gagnent moins d'argent. Les gens consomment moins. Etc. Vous voyez? Donc là, c'est un cercle vicieux. C'est le cercle vicieux dans lequel on est actuellement. Si tu es au chômage, c'est pas forcément que parce que tu cherches mal. C'est parce qu'on est dans une période de ralentissement économique. Peut-être que tu t'appelles Samia et pas Charlotte. Ça, je ferai peut-être une vidéo dessus. Il faut que je travaille dessus. Mais la déprime plutôt, pardon. Parce que la dépression, il y a aussi un côté très psychiatrique. Donc l'idée que le cerveau est un organe, qu'il est malade parce qu'il y a des circuits chimiques qui ne se font pas bien. Et donc c'est pour ça qu'il y a des traitements, etc. Là, je vais plutôt parler de déprime. La déprime dans une société capitaliste, elle est presque structurelle. Structurelle, c'est-à-dire qu'elle est induite par le système dans lequel on est. Puisqu'évidemment, travailler entre 35 et 45 heures par semaine, avoir très peu de liberté, avoir un salaire pas assez important pour vivre, bah oui, forcément, ça te rend déprimé. Et ce n'est pas qu'une histoire de « Ah, sois heureux !» Vous savez, toute la positivité toxique de « Souris à la vie, plus égale plus », comme disait une influenceuse que pourtant j'aime bien. Hein. Ces discours-là, ils remettent tout sur l'individu, alors que parfois, il y a beaucoup de choses qui ne relèvent pas de nous. Pareil, quand on veut, on peut. Bah en fait, non. Non, il y a des gens qui, quand ils veulent, ils ne peuvent pas, puisqu'on n'a pas tous les mêmes barrières, on n'a pas tous les mêmes entourages, on n'a pas les mêmes origines, on n'a pas les mêmes lieux de départ. Bien sûr que c'est plus facile pour Pierre, je vais lâcher Pierre. Hein. Il est plus facile pour Paul, qui a 2 parents ingénieurs, qui vit dans le 16e à Paris, oui, c'est plus simple pour lui de faire Henri IV, d'ensuite d'aller en prépa, de faire l'ENA, etc., que, par exemple, Selim, qui vit à Sevran, dans une cité de merde, qui n'a jamais eu d'espace pour lui, pour faire ses devoirs tranquillement, avec un bureau, dans le calme. Toutes ces phrases de « quand on veut, on peut »,« il faut faire les bons choix », ça efface tout. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi dans la responsabilisation des femmes victimes de violences. Moi, je vois beaucoup des témoignages de violences que des femmes ont subies, et il y a systématiquement le « ah bah oui, mais il fallait bien choisir ». D'accord. Sauf qu'avec ces phrases-là de « fallait bien choisir, quand on veut, on peut », on occulte totalement que nous sommes tous pris dans un système. L'avantage avec cette dérive-là très individualiste, c'est que j'ai l'impression que c'est comme tout. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, on va se rendre compte, et j'ai l'impression qu'il y a quelques personnes qui se rendent compte que on est en train de perdre un peu l'essentiel. On est en train de perdre le fait qu'à la base, on est tous de la même espèce. On peut essayer de vivre les uns avec les autres, et surtout peut-être de faire un peu plus attention aux autres. Par exemple, la canicule de 2003. Ce qui a choqué à cette époque, maintenant les canicules comme 2003, on a ça tous les étés, mais ce qui avait choqué à l'époque, c'est qu'on a des personnes âgées qui sont mortes chez elles, et en fait personne n'est venu les voir. Et elles sont mortes chez elles toutes seules, les cadavres sont restés plusieurs jours avant d'être découverts, parce que personne ne s'occupait de ces personnes âgées. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui avaient une famille, hein. C'est des gens qui pourtant avaient des voisins. Mais voilà, il faut garder un peu espoir. Peut-être qu'un jour, nous aurons des gouvernements qui seront plus axés dans la recréation de communautés en mettant les subventions, l'argent là où il faut. Peut-être que les personnes qui sont dans des courants de développement personnel trop individualistes vont se remettre en question. Ça a été le cas, par exemple, hein, moi je parlais du plus égale plus de Lena Situation, qui a pu être un peu toxique à une époque, et il me semble très récemment qu'elle a communiqué dessus en montrant que ok, elle a dit ça, c'est très bien de positiver, mais que voilà, c'est peut-être pas applicable tout le temps, partout, pour tous les cas. Le développement personnel, ça ne permet pas de régler tous les problèmes, notamment les problèmes qui sont dus à la société globale, mais aussi des problèmes personnels qui sont beaucoup plus hardcore. En devenant des individus meilleurs,
faut pas qu'on oublie notre communauté, faut pas qu'on oublie de s'entraider, de rester soudés, de faire attention aux autres, et d'œuvrer pour le bien-être des gens. Parce que moi, je pense sincèrement que c'est très dommage de venir sur Terre pour emmerder le monde, en fait. Je pense que vous serez très contents d'avoir eu un passage sur Terre qui ne soit pas marqué par l'égoïsme et un peu plus par l'altruisme.